Sarah Millicent Hermione Churchill est née le 7 octobre 1914. Elle est, dit-on, le portrait tout craché de son père. La formule très courue à l'époque, prête à sourire aujourd'hui, tant on retient de Winston l'image de l'homme qu'il était à la fin de sa vie. Et l'on ne peut s'empêcher d'imaginer un gros bébé, chauve, bouffi et le cigare aux lèvres. À cet instant, son pays était en guerre avec l'Allemagne depuis 2 mois, ce qui explique que le paternel, qui était alors First Lord of the Admiralty, n'ait pas été à côté de son épouse au moment de la naissance. Il était à Anvers pour manifester la sympathie de la Grande-Bretagne à l'égard de la Belgique et chercher tout moyen pour que le petit État puisse se relever du désastre. L'absence du père à la naissance. Ceci peut expliquer que, pour premier mari, Sarah choisira un homme bien plus âgé qu'elle. Mais nous n'en sommes pas là. Retour en arrière, 2 mois avant la naissance de Sarah. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et la France mobilise. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Le 4 août, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Et le 12 août, elle déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. Seule l'Italie reste neutre, pour le moment. Le 1er novembre, l'Empire ottoman entrera en guerre aux côtés des puissances centrales, afin que les soldats britanniques cessent de mâchouiller du barbelé dans les Flandres, comme disait Churchill. Ce Churchill qui projette d'ouvrir un nouveau front, l'objectif étant de s'emparer du détroit des Dardanelles. Pendant 2 mois, il va ruminer ce plan qui va l'engloutir, lui plomber le moral, car ce sera un véritable désastre. Cette pénible histoire le hanterait jusqu'à la fin de sa vie, écrira Sarah. À Londres, l'échec de l'opération a entraîné une crise politique majeure et Churchill a perdu son poste de premier lord de l'amirauté. Et donc il a perdu aussi son logement de fonction. La famille a emménagé provisoirement dans une nouvelle maison. Sarah croit se rappeler d'un repli dans les caves transformées en bunker durant une attaque de Zeppelin. Trop petite pour avoir eu peur, avoue-t-elle dans son autobiographie. Ses aînés Diana et Randolph, eux, s'en souviennent de ces terribles nuits de 1917. Winston et son frère, l'adorable Uncle Jack, partent combattre en France. Considérant qu'il est trop risqué de laisser leur famille à Londres, sans cesse menacée de bombardement, il les envoie dans le comté du Sussex, dans une ferme du village de Lulenden. Il y a Clémentine faut-il prononcer, la femme de Winston. Il y a ses enfants, évidemment, Sarah et les 2 autres, la tante Goonie, c'est-à-dire la sœur de Winston, ses 2 fils, John Spencer Churchill, un futur artiste renommé, et Peregrine Spencer Churchill, un futur inventeur. Quelque temps plus tard, la petite communauté sera rejointe par la sœur de Clémentine, Nellie Romilly, accompagnée de ses 2 fils, Giles et Esmond, que leur mère s'escrimait à surnommer ces 2 anges adorés, Giles et Eswi. Était-ce le fait du bonheur de la campagne? Toujours est-il que Sarah était en pleine croissance. Mais malheureusement, ça n'allait pas durer. Le bon lait, le soi-disant bon lait de leurs 4 vaches, qui devaient la fortifier, fit l'effet inverse. À l'époque, on ne pasteurisait pas le précieux liquide, et la petite fille joufflue se transforma rapidement en un sac d'os, ayant contracté la tuberculose bovine, dont les signes cliniques sont, nous venons de le dire, l'amaigrissement, mais également la faiblesse, la perte d'appétit et la fièvre. Hélas, le médecin ne détecta pas la réelle cause du mal et fit procéder à l'ablation des amygdales. C'était le début des ennuis. 2 ou 3 ans plus tard,
le cou de Sarah se trouva tout gonflé. Était-ce la conséquence après coup de la tuberculose bovine? On ne sait pas. En tout cas, une grande incision fut faite du bas de l'oreille jusqu'à la pomme d'Adam pour extraire les ganglions infectés. Heureusement pour Sarah, et particulièrement pour sa future carrière d'actrice, la cicatrice restera discrète. Elle est convaincue depuis qu'elle a eu beaucoup de chance, car à cette époque où l'on n'utilisait pas les antibiotiques comme aujourd'hui, beaucoup restèrent défigurés à vie après une telle opération. Aïe, aïe, aïe. Oui. Aïe, aïe, aïe. Alors qu'elle a une vingtaine d'années, Sarah fait la connaissance de Ernest Dick Sheepshanks, qui fut champion de cricket avant de devenir fin 1933 grand reporter pour la célèbre agence Reuters. C'est dans le cadre de ses activités professionnelles qu'il trouvera la mort fin 1937 à l'âge de 27 ans, alors qu'il couvrait la guerre civile qui mettait l'Espagne à feu et à sang. La voiture qui transportait 4 journalistes fut soufflée par une mine, dit-on à l'époque. Il y avait avec Dick Bradish Johnson de Newsweek, décédé, Eddie Neal d'Associated Press, décédé, et Kim Philby du Times. Lui, il fut juste blessé à la tête. De nombreuses années plus tard, on a dit que c'était Philby qui avait fait sauter une grenade à l'intérieur du véhicule pour mettre fin au jour de Sheepshanks. On se demande encore aujourd'hui si Philby, qui fascinait Graham Greene et John le Carré, au point qu'il leur servit de modèle pour Le Troisième Homme et Tinker Tailor Soldier Spies, si Philby était un agent double ou agent triple. Mr. Philby, you were asked to resign yourself from the Foreign Office a few months after Burgess and McLean disappeared, and Mr. Macmillan has said that you had communist associations. Is that why you were asked to resign? I was asked to resign from the Foreign Office because of an imprudent association with Burgess, and as a result of his disappearance. Beyond that, I'm afraid I've got no further comment. La jeune Sarah a également pour ami William Sidney, qui est né en 1909 et mort en 1991. C'est le futur vicomte de Lille qui faisait partie des familles britanniques les plus anciennes et les plus célèbres. Sarah, qui le surnommait Sweet William, prendra plaisir à raconter ses faits de guerre, lui qui fit la Seconde Guerre mondiale en France et en Italie. Il perdit seulement quelques hommes lors du débarquement d'Anzio, ce qui lui valut la croix de Victoria. Il fut blessé par la suite lors d'une attaque contre les Allemands, et lorsqu'on lui demandait après la guerre où il avait été blessé, il répondait toujours en Italie, pour ne pas dire qu'il avait été blessé aux fesses. Janvier 1935. Depuis quelques mois, Sarah s'est lancée à corps perdu dans la danse, tandis que son frère Randolph, lui, s'apprête à s'engager dans le monde de la politique. C'est pas exactement la même chose. Il se présentera comme candidat conservateur indépendant pour la région de Liverpool. C'était loin d'être gagné pour lui, mais l'aventure l'excitait. C'était comme un pari à gagner. Et souhaitant mettre toutes les chances de son côté, il demanda à ses 2 sœurs, Sarah et Diana, de l'y accompagner à Liverpool pour faire campagne en sa faveur. Ce qui, fatalement, devait, pour Sarah, mettre un frein à ses cours de danse intensifs. Mais le frangin se montra intraitable. La politique, c'est tout de même beaucoup plus important que la danse, selon lui. De retour à Londres, Sarah fait ses premiers pas sur scène dans la comédie musicale Follow the Sun. Et lors d'une représentation, il y a dans la salle quelqu'un qui la remarque, qui lui porte beaucoup d'intérêt au point de demander au régisseur de lui porter de sa part une invitation à dîner en tête-à-tête. De sa part. Mais de qui s'agit-il? De Vic Oliver. Né en 1898, Victor Oliver von Sameck est autrichien. Bien parti dans ses études pour devenir médecin, il plaqua tout au profit de son amour pour la musique.
Soldat pendant la Première Guerre mondiale, il a ensuite quitté l'Autriche après que son premier mariage ait été très mal accepté par sa famille qui le déshérita. Ainsi donc, le couple von Samek, sans un sou, émigra aux États-Unis, hélas, sans parler un piètre mot d'anglais, ce qui les jeta dans l'isolement le plus complet et ruina le moral de Madame von Samek, qui, du coup, plaqua son mari pour retourner à Vienne, juste après que le divorce soit prononcé dans la ville de Saint-Louis, en Missouri, en 1933. Toujours sans un sou, Vic exerça de nombreux petits boulots à New York, souvent en rapport avec la musique, tout en négligeant totalement d'apprendre la langue locale. Et puis Cupidon à nouveau revint jouer sa partition. Vic tomba en amour avec Margot, une artiste, chanteuse, danseuse, avec laquelle il mit sur pied un duo. Il fallait bien qu'il apprenne à baragouiner l'anglish quand même. Mais il est dit que les amours de von Samek ne durent qu'un temps, cela va d'ailleurs à nouveau se vérifier, et bientôt Margot prit ombrage du succès de son compagnon, tandis que son étoile, à elle, pâlissait. Pourtant, Vic n'avait rien fait pour ça, il ne recherchait aucunement la gloire ou la célébrité, c'était simplement que son sens inné de l'humour avait rapidement fait de lui le centre d'attraction de leur numéro commun de vaudeville. Et il arrivait ce qui devait arriver. Un manager, un jour, vint faire une intéressante proposition à Vic, s'installer en Grande-Bretagne et faire de lui une vedette. Effectivement, lorsqu'il rencontre Sarah, Vic est une énorme vedette de music-hall. Elle, non, elle est débutante, alors elle a un coup de timidité avant un coup de témérité. Osera-t-elle, elle, l'artiste inconnue, accepter cette invitation de la part de la star à dîner en tête-à-tête? Oh ben oui, car elle est quand même la fille de son père. Ça constitue une chouette carte de visite. Vic et Sarah décident rapidement de se marier, ce qui n'est pas du goût de Winston. Nous sommes en 1935 et Churchill a deviné que sous peu le monde sera en guerre. Il y aura une scène terrible entre lui et sa fille, prétextant la nationalité de von Samek. Réalises-tu, Sarah, que s'il n'adopte pas la nationalité britannique ou américaine, d'ici 3 ou 4 ans, tu seras marié à un ennemi, et je ne pourrai plus te protéger, car tu auras perdu ceci, lui dit-il en lui jetant son passeport au visage. Je préférerais que tu ne l'épouses pas, mais si tu le fais, promets-moi d'attendre qu'il ait renoncé à sa nationalité autrichienne. Attendre qu'il ait renoncé à sa nationalité autrichienne avant de l'épouser, Sarah le promit, mais c'était long d'attendre. Et en plus, il était en tournée en Amérique alors qu'elle, elle était bloquée à Londres. Aussi s'échappera-t-elle du domicile familial sans prévenir personne lorsque Vic lui aura envoyé un billet de première classe pour le rejoindre. Sans prévenir personne, c'était compté sans les médias qui avaient repéré Sarah dans la foule des passagers qui allaient embarquer sur le bateau-train ou le train-bateau à Victoria Station. Aïe aïe aïe, quel manque de discrétion! Apprenant que sa fille était à bord du paquebot Bremen, Winston Churchill envoya immédiatement son fils, Randolph, pour essayer de la rattraper et l'empêcher de faire une folie. Lui, Randolph, s'embarqua sur le Queen Mary avec une journée de retard. As to my personal affairs, I have nothing to say until my brother arrives on the Queen Mary tomorrow. Mr. Oliver, is it true that you are going to marry Miss Churchill? Well, of course, that is a statement that I can't answer here at the present time because, as I said before, I must await Randolph Churchill's arrival tomorrow on the Queen Mary. Et donc, il arriva trop tard. Vic avait adopté la nationalité américaine et nos deux tourtereaux
s'étaient mariés le jour de Noël 1935. De retour en Grande-Bretagne, il fallut bien à Sarah, à un moment ou à un autre, présenter son mari à sa famille. Inutile de dire qu'il fut fraîchement accueilli. Après tout, c'était un saltimbanque qui épousait la fille d'un éminent homme politique. Cela dit, Winston fit un effort en citant la Bible. « Ne laissons personne séparer ceux que Dieu a unis ». Sarah, qui doit gagner sa vie, retourne chanter et danser dans des revues de music-hall et fait ses débuts sur grand écran dans le film « Who's Your Lady Friend ?» qui sortira en 1937. À l'amusant scénario basé sur un quiproquo, un chirurgien esthétique envoie son assistante chercher une cliente à la gare, mais elle ne ramène pas la bonne personne. Le principal acteur n'est autre que Vic Oliver, qui avait tout fait pour faire engager son épouse. À leur côté, on trouve Frances Day, Margaret Lockwood et la délicieuse Betty Stockwell. Le 2 septembre 1939, l'Angleterre entrait en guerre. Londres risquant d'être bombardée, les salles de spectacle fermèrent. Devant la quasi-impossibilité de se produire décemment et régulièrement au théâtre, Sarah retourna sur grand écran, notamment dans Spring Meeting, une petite bluette. C'est l'histoire d'un jeune homme dont les parents avaient choisi la future épouse, qui tombe amoureux finalement de la sœur de celle-ci. Joue dans ce film Nova Pilbeam, qui durant le tournage apprendra le décès de son mari Penn Tennyson, précédemment assistant d'Alfred Hitchcock, dont l'avion s'était écrasé durant un vol de reconnaissance. Mais elle achèvera néanmoins, malgré le chagrin, sa part dans le film. Il y a aussi Michael Wilding, l'un des innombrables maris d'Elizabeth Taylor, et Margaret Rutherford. Dans la foulée, Sarah enchaînera avec le tournage de I Found a Star, une comédie musicale dans laquelle elle est en co-vedette avec son mari, Vic Oliver. L'histoire n'est pas déplaisante. Un agent artistique et sa secrétaire sont en quête d'une future grande vedette à Cornaquet. Le dit agent va craquer pour une starlette, mais sa secrétaire, par amour pour lui et par jalousie envers elle, va saboter toutes ses tentatives pour se faire remarquer. Lovely girl, though, isn't she? Rather. I wish your governor thought so. I can't understand a nice girl like you working for him. Surely you don't like your job, do you? I hate it, as a matter of fact. Well, not because of him. He's all right. It's the job itself. Seeing all those hopeless people. Comedians who aren't funny and the singers who can't sing. Old people, too, most of them. That's not so pathetic. La guerre était là et bien là, tout du moins en Grande-Bretagne, sinon pas encore aux États-Unis, et le gouvernement américain ordonna à ses ressortissants de rentrer car leur sécurité était trop menacée en Europe, au point qu'on menaçait de leur retirer leur nationalité s'ils ne s'y pliaient pas. À l'époque, l'ambassadeur des USA à Londres était Joseph Kennedy, le père de John. Il avait déclaré, très inquiet, que l'Angleterre ne tiendrait pas 2 semaines face aux nazis. C'est dans ce contexte ô combien déstabilisant que Sarah décida de mettre un point final à son mariage, sinon à son amour. Qu'est-ce qui lui passa par la tête de refuser de retraverser l'Atlantique pour suivre son mari? Eh bien, elle prétendit vouloir rester fidèle à sa nation et demanda à son père de la faire enrôler dans les auxiliaires féminines de l'armée de l'air.
Fidèle à elle-même, toujours aussi fofolle, elle avait choisi ce corps d'armée en raison de la couleur de l'uniforme. Vic, lui, tomba des nues, au point que, malgré les injonctions de son gouvernement, il resta en Angleterre et se fit engager à la BBC, persuadé qu'à un moment ou à un autre, Sarah changerait d'avis. Or, il n'en serait rien. Les von Samek divorceront après la fin du conflit. Ensuite, Sarah entamera une liaison avec John Gilbert Winant, l'ambassadeur américain en poste à Londres qui remplaçait Joseph Kennedy. Winant était de beaucoup son aîné. Il avait 58 ans et l'on retrouve, comme pour Vic Oliver, le schéma de la recherche du père. D'aucuns accordent à Sarah une part de responsabilité dans son suicide en 1947, le jour même de la publication de son livre de souvenirs. Sarah n'avait jamais été particulièrement intéressée par le cinéma. Elle préférait de loin l'action en live, du musical et du théâtre. Aussi fut-elle quelque peu déstabilisée lorsqu'elle reçut un appel téléphonique du réalisateur italien Mario Soldati, qui lui proposait le rôle principal dans son prochain film, Daniele Cortis. Cela méritait d'y réfléchir à deux fois. Elle n'était pas très chaude pour partir en Italie, car le pays n'avait pas encore signé de traité de paix. Ce qui la poussa à prendre le risque est que, à ce moment-là, elle était sans emploi et devait gagner sa vie si elle ne voulait pas taper du fric à ses parents. Le tournage de Daniele Cortis sera relativement long, dans la mesure où deux versions doivent être réalisées, l'une en italien, l'autre en anglais. Alors entre les deux, Sarah disposera d'un break de 5 semaines, durant lesquelles elle tournera dans Fatal Symphony, ou bien Sinfonia Fatale, sous la direction du russe Viktor Stolov. Le film, en fait, aurait dû s'appeler When in Rome, mais le titre fut gardé pour un autre film tourné un peu plus tard. Et la prochaine aventure sur grand écran, pour Sarah, se réaliserait en Amérique, grâce à Arthur Rank, pour le film All Over the Town. Excuse me, I'm Sally Thorpe from the Clarion. Are you? I'm Nat Hearn. So I've gathered. Well, not exactly what I expected. Sorry if I've disappointed you. I suppose you realize you've caused quite a panic at the Clarion. Me? I was only there for 5 minutes. Well, that's just it. Le 7 octobre 1946, Vic Oliver se remarie avec Nathalie Frances Conder. Le même jour, Sarah souffle ses 32 bougies et file le parfait amour avec un certain Anthony Beauchamp, photographe de son état. Elle n'avait pas été très impressionnée par l'homme en lui-même, mais plutôt par la qualité de ses photos. Et lui, au début, ne pouvait pas supporter cette pain-bêche, comme il l'appelait. Malgré cela, quelques années plus tard, ils se marieront. Sea Island, Georgia, and the wedding of Sarah Churchill, actress daughter of Mr. Winston Churchill, and London photographer Anthony Beecham.
The parents of the bride and groom are old friends, and the happiness at Sea Island has doubtless been echoed on the other side of the Atlantic. De son vrai nom Tony Entwistle, il est né en 1918, c'est-à-dire 4 ans après Sarah. En 1934, il a donc à peine 16 ans, il signe son premier portrait du pseudonyme d'Anthony Roger, faisant déjà abstraction de son nom de famille. Il avait le clic, mais pas toujours le déclic. Il se fait mondialement connaître grâce à ses photos de Vivian Leigh, qui était alors au sommet de la gloire grâce à son interprétation de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent. Comme il l'écrit dans son autobiographie Focus on Fame, à part Greta Garbo, dit-il, aucune autre femme ne détestait autant se faire photographier que Sarah. En 1949, Sarah se rend en Amérique pour les tournages de All Over the Town et de Royal Wedding, une comédie musicale avec Fred Astaire, qui d'ailleurs sortira en France en 1951 sous le titre Mariage Royal. Try a few steps with me, please. Oh dear. Can't you dance with a partner? Well, I couldn't. Tandis que sa femme tourne, Anthony, lui, il fait tourner les rouleaux de pellicule et rencontre les plus belles femmes du monde, Grace Kelly, Leslie Caron, Elizabeth Taylor. Anthony Beauchamp n'est pas très fidèle, alors on devine aisément ce qui va bientôt se passer. Excuse me, I'm Sally Thorpe from the Clarion. Are you? I'm Nat Hearn. So I've gathered. Well, not exactly what I expected. Sorry if I've disappointed you. I suppose you realize you've caused quite a panic at the Clarion. Me? I was only there for 5 minutes. Well, that's... Anthony a fait un enfant à l'actrice Vicky Page, qui semble bien n'avoir tourné que dans un seul film, Penny Points to Paradise, en 1951, avec Peter Sellers en vedette. Elle veut porter plainte pour l'obliger à verser une pension. Elle se voit répondre par tous les avocats qu'elle consulte qu'elle a intérêt à passer l'éponge, car en tant que gendre de Churchill, il est intouchable. Publiquement, Sarah prend bien soin de ne donner aucun indice quant au naufrage de son couple, mais chacun ne vivant que pour sa propre carrière, il arrive que les deux restent des mois entiers sans se voir. Ils n'auront pas le temps de divorcer. Le corps d'Anthony est retrouvé sans vie le dimanche 18 août 1957 dans son appartement du quartier de Hyde Park. Apparemment, il s'agit d'un suicide. Sur sa table de nuit, on a retrouvé, vide, une boîte à pilules qui en contenait au départ 42. Sarah tente de se refaire une santé morale dans un petit bungalow à Malibu, là où résident toutes les stars de Hollywood. Résolument seule, elle passe ses journées à peindre, écrire des poèmes. Le moral à zéro après l'annonce du décès de son mari. Hélas, elle boit et ingurgite des barbituriques, ce qui la met dans un état dont elle ignore les risques. Le 13 janvier 1958, elle est arrêtée pour tapage nocturne en état d'ivresse et trouble à l'ordre public. C'est le début de la descente aux enfers. Pour essayer de penser à autre chose, elle décide de se rendre en Europe, tout en évitant son pays de naissance. Un vol la conduit donc de la Californie à Chicago, puis New York, Paris et Nice, où ses parents la retrouvent. Dans le sud de la France, il prenait enfin de véritables vacances, car la santé du père n'était guère brillante. En juin 1953, Winston Churchill a été victime d'un accident vasculaire cérébral et restera paralysé pendant quelques jours sur tout le côté gauche. La nouvelle sera tenue secrète, l'accident ayant altéré son élocution dans ses discours et diminué sa capacité à marcher. Il se retirera définitivement de la vie politique 2 ans plus tard. Ses parents et amis conseillent à Sarah de suivre une cure de désintoxication.
Elle fait donc un séjour dans la clinique de Bircher-Bennett à Zurich, mais hélas, rien n'y fait. Pour la deuxième fois, elle se retrouve au poste en mars 1959, à nouveau condamnée pour ivresse. Les incidents se multipliant, en juillet 1961, elle est conduite pour 10 jours sous surveillance médicale à la prison londonienne d'Holloway. Elle se souvient d'ailleurs avec horreur d'avoir fait le trajet du poste de police à la prison dans une Black Maria. La Black Maria, c'est un panier à salade dans lequel chaque détenu est enfermé, debout, dans une cage individuelle d'extrême petite dimension. Ce fut une terrible épreuve pour elle qui était claustrophobe. Après toutes ces sinistres mésaventures, l'actrice se met au vert dans un coin du sud de l'Espagne, tranquille et pas trop coûteux. Elle y fait la connaissance de Thomas Touchet-Gesson, connu sous le nom de Lord Henry Audley, quasiment du même âge que Sarah, il est né 13 mois avant elle. Un très bel homme, très grand, playboy et dilettante. Passionné de voitures de course, il avait eu un très grave accident dont il porterait les séquelles à vie. Il avait été marié une première fois et avait divorcé en 1957. Avec Sarah, c'est le coup de foudre. Ils ont les mêmes passions pour la scène, la peinture, la poésie. Lorsqu'elle l'a rencontré, il relevait d'un grave accident cérébral et se remettait peu à peu d'une paralysie de la moitié du corps. Ils se marieront à Gibraltar le 26 avril 1962. Troisième mari, pour Sarah, hélas, leur bonheur serait de très courte durée. En effet, Henry meurt d'une crise cardiaque le 3 juillet 1963, malgré tous les efforts des médecins, bouche à bouche, massage cardiaque, injection d'adrénaline dans le cœur. Et il était dit que l'année serait terrible pour elle, Sarah, car le 20 octobre, cette fois-ci, c'est sa sœur Diana qui disparaissait à 54 ans d'une overdose médicamenteuse. Pour mettre fin à cet annus horribilis, Sarah décida de fêter Noël à Rome, où elle rencontrera le dernier grand amour de sa vie, qui, celui-là, ne se conclura pas par un mariage. Riche en souvenirs de ses premiers tournages, Sarah déambulait dans la ville éternelle, la Città Eterna, et fit la connaissance de Ernest Leroy Nocho, dit Lobo Nocho. D'abord peintre, cet artiste afro-américain était devenu un musicien de jazz renommé, solidement ancré à Paris. Chantant en anglais et en français, il était devenu un des rois de Montparnasse. En 1964, il file de parfait amour avec Sarah, de quoi faire grincer des dents Winston Churchill s'il n'avait pas été en si mauvaise santé. Et en effet, il mourra le 24 janvier 1965. Winston Spencer Churchill died today at the age of 90. Triste période. Le 15 août 1964, Sarah avait appris le décès de son premier mari d'une crise cardiaque à Johannesburg sur Seine, comme Molière. Le 6 juin 1968, c'est au tour de son frère Randolph de décéder à l'âge de 57 ans, rongé par l'alcool et le tabac. En 1967, Sarah publie un livre de poésie, Thread in the Tapestry. En 1971, Sarah tire un trait sur ses apparitions en public. Ces 11 dernières années de vie, durant lesquelles elle aura bien des soucis financiers, elle les consacrera à ses amis, à écrire, à lire des romans policiers et à visionner d'antiques films d'horreur. Sarah Churchill reste à jamais l'archétype de la femme moderne qui a traversé une époque qui n'était pas la sienne, mais qui a toujours tenu à rester maître du jeu avec entêtement et opiniâtreté, d'où le surnom que lui accordaient proches et parents, The Mule, la tête de mule. Elle était trop en avance sur son temps, tout simplement.